Depuis 1600 ans, la Sérénissime semble flotter sur la lagune, défier le temps et les éléments. Sous la protection de l'archange Gabriel, qui trône au sommet de son campanile, elle est déjà sortie victorieuse de multiples batailles. Aujourd'hui, elle doit livrer un nouveau combat contre la montée des eaux qui menace son patrimoine. Place Saint-Marc, le cœur historique de la ville, se dresse un des plus beaux joyaux de ce patrimoine. La basilique Saint-Marc, édifiée à partir du XIe siècle. Avec ses portails de marbre et ses mosaïques multicolores, c'est un chef-d'œuvre de l'art byzantin. À l'intérieur, celle que l'on surnomme la basilique d'or est couverte de 4500 mètres carrés de mosaïques. Un ensemble unique au monde. Mais Saint-Marc a été construite à seulement 73 cm au-dessus du niveau de la mer. Et de plus en plus souvent, elle subit les attaques des grandes marées, qu'on appelle ici Aqua Alta, comme ce fut le cas il y a un an, le 12 novembre 2019. Ce jour-là, en raison de fortes pluies et d'un puissant vent de sirocco, l'eau atteint le niveau record d'1,87 m. Des bateaux s'échouent sur les quais, dans les rues. L'image incroyable de cet homme nageant sur la place Saint-Marc fait le tour du monde. La basilique est l'un des monuments les plus touchés, comme en témoignent ces images tournées à l'intérieur par le personnel. Au sous-sol, dans la crypte, les tombeaux des patriarches sont inondés. Quelques jours plus tard, la mer s'est retirée. Mais l'eau affleure encore sur le parvis de la place Saint-Marc. Dans la basilique, les visites reprennent. Pour Pier Paolo Campostrini, alors en charge du monument, c'est l'heure du bilan. Ce qui l'inquiète, c'est la dégradation de ces sols en mosaïque. L'eau, qui est arrivée par en dessous, a exercé une très forte pression sous le sol. Le support de ciment de cette mosaïque s'est soulevé et son dessin a commencé à se désagréger. Dans l'urgence, les restaurateurs prodiguent les premiers soins. Nous allons coller ce tissu sur la mosaïque pour la préserver. Si on la laisse comme ça, les tesselles vont continuer à se décoller et à se perdre. Là, on bloque le processus. L'autre préoccupation de Pier Paolo, c'est l'état de la crypte, où des années d'efforts risquent d'être anéanties. C'est un lieu qui a été inondé pendant des siècles. L'eau s'infiltrait par le sol. Dans les années 90, on l'a restauré. On a mis un sol en ciment imperméable et injecté de la résine dans les murs. Après cette crue, il va falloir refaire tous les travaux d'étanchéité, car l'eau a commencé son travail de destruction. Plus que l'eau, c'est le sel qui est ici l'ennemi.
C'est comme un cancer. Au début, on ne le voit pas. Tout semble en place. Mais on ne verra les dégâts que l'été prochain, car le processus d'évaporation peut prendre des semaines, voire des mois. Dix mois après la catastrophe, dans la nef, fermée au public, on se bat toujours contre le sel imprégné dans les mosaïques. La restauratrice Elisabetta Ancelotti exerce ici depuis plus de 30 ans et connaît bien cet ennemi. Elle utilise une technique simple, mais qui a fait ses preuves. J'applique des compresses avec de l'eau déminéralisée. L'eau attire les molécules de sel qui se fixent ensuite sur le papier. Plus on laisse le papier en place et plus le sel se fixe. Ensuite, on retire le papier et on recommence plusieurs fois afin de désaliniser au maximum. C'est le préalable à toute autre intervention. Comme tous les restaurateurs qui se battent pour sauver ce patrimoine fragile, Elisabetta a parfois l'impression de réaliser un travail de Sisyphe. À Venise, on ne peut pas agir de manière définitive. Il faut comprendre les problématiques spécifiques de cette ville et s'adapter. Mais vous pensez qu'on peut sauver la basilique? Oui, bien sûr. Plus on regarde ces merveilles, et plus on apprend à les aimer. L'espoir est en effet permis. Cette autre mosaïque, représentant un couple de pans, avait été restaurée au XIXe siècle et elle a résisté à l'acqua alta. Ce n'est en revanche pas le cas de sa jumelle du XIIIe siècle. Son état ne permet pas de la réparer sur place. Elle va être entièrement retirée. Une opération très délicate que préparent ces deux jeunes restaurateurs. Je suis en train de poser la première couche de gaz qui permet de fixer la mosaïque pour sa prochaine dépose. Mon collègue applique ensuite une couche de résine pour enlever les bulles d'air et aplanir le tout du mieux possible afin de faciliter l'enlèvement. La mosaïque va être découpée, puis transportée en laboratoire pour être restaurée. C'est un travail assez lent. Ça prend du temps. Il faut de la patience, c'est sûr. Et il faut aussi de la passion? Bien sûr. Sinon, il vaut mieux chercher un autre travail. C'est une expérience incroyable de pouvoir travailler sur cet ouvrage. C'est très émouvant. Je suis fier de participer à cette opération de sauvetage unique au monde. Un sauvetage qui prendra encore plusieurs mois. En face de la basilique, un autre joyau du patrimoine vénitien est en train de renaître. C'est le Café Florian. Une adresse mythique, fondée au XVIIIe siècle. Lors de la grande acqua alta de novembre 2019, l'eau se fraye un chemin jusqu'à l'intérieur du café. Peu à peu, elle envahit tout. Le Florian est inondé 3 fois en 48 heures. Parquet, fauteuil, divan, tout y passe. Les dégâts seront estimés à 100 000 €. Quelques jours après la décrue, le Florian a déjà rouvert ses portes. La directrice adjointe du café, Anna Rita Panebianco, reçoit les clients comme à son habitude. Mais les traces laissées par l'acqua alta sont bien visibles. Par exemple, regardez ici. Nous avons un des signes les plus évidents de la dégradation.
C'est de la feuille d'or 24 carats. Cette porte et sa décoration ont été refaites en 1858. Et on voit que la feuille d'or est partie. Autre exemple ici. Tous ces morceaux de parquet flottaient dans la pièce. Il a fallu les récupérer pour réassembler cette mosaïque. Regardez ça. Vous voyez ça? Je le découvre devant vous. Pour éliminer l'eau salée encore imprégnée dans les divans, le directeur artistique du Florian tente une opération inédite. Nous sommes en train de nettoyer les divans qui ont été complètement submergés. On projette de l'eau douce dans le tissu. Cette eau est ensuite absorbée par l'aspirateur. C'est ce qu'on appelle la sanification. Et on espère que ça va marcher, parce que sinon, cette salle sera condamnée. Ce café a résisté pendant plus de 300 ans et nous espérons qu'il va encore tenir bon les 3 prochains siècles. Dix mois plus tard, ce lieu incontournable pour tous les amoureux de Venise semble avoir tourné la page de l'Acqua Alta. Et c'est toute l'âme du café qui renaît. Symbole du luxe et du raffinement du siècle des Lumières, le Florian a toujours été un haut lieu de l'esprit vénitien. Il fut fréquenté par Casanova, Goldoni, Jean-Jacques Rousseau. Son décor de style rococo, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a enfin retrouvé son éclat. Je vous avais montré cette partie de la porte qui était complètement abîmée par l'eau. Eh bien, nous venons enfin de terminer de la restaurer il y a une semaine. Le travail a été très bien fait, car les signes du temps ont été conservés. Je pense que c'est très important de restaurer notre héritage sans le dénaturer. C'est comme le maquillage pour une femme. Nous avons redonné tout leur éclat à ces portes et on attend de compléter l'œuvre pour qu'elle soit parfaite. Dans un autre petit salon, ce sont les divans en velours qui ont fait l'objet d'importants travaux. Là aussi, toute cette partie en bois était tombée. Elle a été refaite. On a aussi remplacé les velours rouges de ces banquettes, qui ont été tissés par une grande manufacture vénitienne. Et je crois que j'en pleurerais si je voyais l'eau entrer à nouveau ici et tout abîmer. Ce serait terrible, terrible. Dans l'histoire, l'eau a toujours défendu les Vénitiens des agressions extérieures, des invasions. Elle a toujours été notre complice, alors qu'aujourd'hui nous la vivons comme une menace. Elle nous fait peur. Pour lutter contre l'Acqua Alta, les Vénitiens cherchent sans cesse des solutions. Ils misent aujourd'hui sur un projet révolutionnaire. C'est aux portes de la lagune qu'ils ont conçu il y a plus de 30 ans un projet titanesque. Le Mosè, en français Moïse. Un nom biblique pour un système unique en son genre. Pour faire barrage aux marées hautes, 78 digues comme celle-ci ont été placées à toutes les entrées de la lagune. Leur construction, qui s'achève enfin, a représenté une véritable prouesse technologique. Tout se passe sous l'eau. Les digues sont installées dans des caissons en béton, fixés sur les fonds marins. En position couchée, elles laissent passer la mer.
Mais lorsqu'une Aqua Alta est annoncée, elle se soulève grâce à un ingénieux système de vérins hydrauliques. Il faut alors moins de 30 minutes pour former un barrage étanche contre des marées pouvant atteindre 3 mètres. Mais en Italie, le Mosè est surnommé le chantier maudit. Il a coûté 5,5 milliards d'euros, 3 fois plus que le budget prévu. Sa construction a été marquée par un vaste scandale de corruption, des défauts de conception et un retard de plus de 10 ans. Certains ont même affirmé qu'il ne fonctionnerait jamais. Pourtant, il y a 2 mois à peine, à l'annonce d'une marée d'1,30 m, les autorités vénitiennes décident de tester le Mosè, avec quelques mois d'avance sur le planning prévu. Malgré une mauvaise météo, toutes les digues se lèvent avec succès. Pour la première fois dans l'histoire de Venise, l'Aqua Alta est stoppée. Pour autant, Venise doit se battre contre une autre menace, permanente celle-ci. Tandis que le niveau de la mer ne cesse de monter en raison du réchauffement climatique, la ville, elle, s'enfonce. Pour trouver des solutions à ce problème, un grand scientifique de l'université de Padoue, le professeur Dario Camuffo, a lancé une vaste étude le long du Grand Canal. Il passe d'abord devant le Palais des Turcs, un magnifique édifice du XIIIe siècle dont le quai n'est plus du tout praticable. L'eau du canal vient régulièrement recouvrir le quai de ce palais. Elle entraîne la production de cette couche d'algues très glissante. Puis il prend la direction d'un autre palais, la Carrezzonico, qui date, lui, du XVIIe siècle. Ce matin, il va effectuer des relevés avec l'aide des plongeurs de la police vénitienne. À marée haute, l'escalier de cet édifice disparaît pratiquement sous l'eau. Objectif de cette plongée, déterminer à quelle profondeur se situent les marches les plus basses. 1,06 m. 1,06 m. Très bien. Et maintenant la suivante. Quand ce palais baroque a été construit, il y avait 9 marches avant d'arriver au niveau de l'eau. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y en a plus qu'une ou deux qui émergent. À chaque siècle, on perd environ une marche. Selon mes calculs, si on revient ici dans 50 ans, on aura les pieds dans l'eau. Le professeur poursuit ses observations un peu plus loin sur le Grand Canal. Et c'est cette fois l'un des monuments les plus emblématiques de Venise qui montre des signes de souffrance. La Ca' d'Oro. Elle doit son nom à sa façade, autrefois couverte d'or. Comme on peut le voir, la marée haute a rejoint le niveau de la loggia et a submergé tout le sol. Et ça se répète tous les jours. À l'époque où l'édifice a été construit, il était à un peu plus d'1,5 mètre au-dessus de l'eau. Il était en sécurité. Ici, les Vénitiens pouvaient venir décharger des marchandises et les entreposer. Aujourd'hui, c'est malheureusement devenu impossible et le niveau de l'eau menace les fondations mêmes du palais. Pour comprendre le danger que courent les palais de Venise, il faut remonter le temps et s'intéresser au principe même de leur construction.
Les premiers bâtiments en pierre apparaissent vers le XIe siècle. Ils sont érigés sur des îlots marécageux, au cœur de la lagune. Afin de pouvoir bâtir sur ces sols mouvants, les architectes adoptent une technique qui va permettre de construire l'ensemble des édifices de la ville. Ils plantent dans le sol des milliers de pieux en bois. La base des murs est toujours composée en pierre d'Istrie, un matériau imperméable qui permet une bonne isolation. Puis des plateformes en mélèze sont installées pour accueillir les bâtiments, qui, eux, sont érigés en briques. Mais avec la montée des eaux, ce système de protection est remis en cause. Les pierres d'Istrie sont submergées et les murs de briques imprégnés d'eau. En allant et venant, l'eau creuse sous les murs de vastes espaces. C'est alors l'ensemble du bâtiment qui peut s'effondrer. Depuis combien de temps Venise fait-elle face à ce péril? Pour le savoir, le professeur Camuffo s'est installé au 2e étage de la Ca' Foscari, l'actuelle université de Venise. C'est depuis ce balcon que le célèbre peintre Canaletto avait réalisé au XVIIIe siècle une de ses plus célèbres vues du canal. Le scientifique a eu l'idée de comparer le tableau à la Venise d'aujourd'hui. Si on regarde en face de nous, on voit qu'à l'époque de Canaletto, la base en pierre blanche de ce palais était émergée, alors qu'aujourd'hui, elle est couverte d'algues. L'eau salée attaque déjà les briques et le ciment des murs. Ici, à gauche, nous retrouvons dans l'enfilade tous les autres palais du tableau. On peut voir qu'à l'époque, au pied de ces palais, l'intégralité des escaliers était hors de l'eau, alors qu'aujourd'hui, ils ont disparu. Ma conclusion, c'est que depuis l'époque de Canaletto, le niveau de l'eau à Venise est monté de 70 cm. Le professeur ne se contente pas de ces observations. Il a aussi imaginé une solution pour sauver Venise. On pourrait, par exemple, injecter dans le sol de l'eau ou du sable pour rehausser la ville. Ça pourrait permettre de regagner quelques centimètres, même si ça ne pourra pas tout résoudre. Une autre solution se trouve peut-être à l'extérieur de Venise. Du côté de la lagune. C'est la conviction d'un jeune chercheur en biologie de l'université de Padoue, Alberto Baraosse. Ce jour-là, il se rend avec son équipe de scientifiques au cœur des Barènes, ces îlots sauvages qui parsèment la lagune. Une barène, ça a l'apparence d'une petite île couverte d'herbe. Mais en réalité, c'est un environnement bien plus complexe. C'est un petit morceau de terre qui est régulièrement submergé par les marées. Elle se situe entre terre et mer. Les barènes sont des barrages naturels qui bloquent les vagues de la mer. C'est grâce à leur présence que les eaux de la lagune sont calmes. Elles protègent les îles sur lesquelles vivent les habitants. Mais en raison de l'activité humaine dans la lagune, ces espaces naturels qui protègent Venise de la montée des eaux sont victimes d'une importante érosion. 70% des barènes ont déjà disparu en un siècle. Hey, buongiorno. Pour que ces îlots retrouvent leur rôle de protection, Alberto a lancé un programme pilote de restauration avec l'aide des pêcheurs de Venise. Ici, on peut voir une des interventions de notre projet. L'objectif est de reconstruire une petite partie de cette barène pour protéger de l'érosion toute la partie qui se trouve derrière. On le fait avec deux éléments.
Le premier, c'est le bois. Le deuxième, c'est la vase. Avec le bois, on confectionne des fagots et des pieux que l'on place sur le bord de l'îlot que nous voulons reconstruire. La vase, elle, est pompée dans le fond de la lagune pour venir renflouer la barène. Nous déplaçons le tuyau de temps en temps, afin de bien répartir la vase sur tous les trous laissés par l'érosion. C'est sur cette vase qu'avec le temps, la végétation typique de ces barènes va repousser. Et avec leurs racines, ces plantes vont renforcer le sol. À cette étape, les fagots ne seront plus utiles, car ce sont les plantes qui maintiendront tout le système. Cette technique est écologique, parce qu'elle utilise les processus naturels dans le but de reconstruire l'îlot et de stopper l'érosion. Cette expérience très prometteuse bénéficie de la participation des pêcheurs vénitiens, qui espèrent ainsi préserver leur milieu de vie et de travail. Dans ma famille, on est pêcheurs depuis 4 générations. J'ai commencé à aller pêcher quand j'avais 9 ans. Et à 40 ans, je suis toujours là. Et j'ai toujours été pêcheur. Ici, c'est ma vie. C'est ma maison. Je suis heureux de contribuer à maintenir ces barènes en bon état, car je veux que tout le monde puisse admirer la lagune dans toute sa splendeur. Venise, la courageuse, lutte inlassablement contre la montée des eaux. Mais elle doit trouver une solution à un autre défi majeur. Il y a encore quelques mois, Venise, c'était ça. Une moyenne de 30 millions de visiteurs par an. Des embouteillages sur le Grand Canal. Des souvenirs d'importation bas de gamme. La ville était devenue dépendante d'un tourisme de masse destructeur. Mais au printemps 2020, tout s'est arrêté brutalement. Comme le monde entier, Venise a été touchée par la pandémie de Covid-19. Livrée à ses seuls habitants, elle s'est transformée pendant plusieurs mois en un grand décor désert, hors du temps. Ce coup d'arrêt est peut-être pour Venise une chance de se réinventer. Ils sont nombreux à le penser. Parmi eux, un restaurateur engagé et amoureux de sa ville, Calogero Lo Giudice. Sicilien d'origine, il est venu étudier à Venise quand il était jeune et n'en est plus jamais reparti. En cette fin d'été, il ne reconnaît plus Venise. Regardez, je n'ai jamais vu le pont du Rialto aussi vide. Nous sommes en septembre, il fait très beau. D'habitude, c'est plein de monde. C'est ce que nous constatons depuis la pandémie, mais aussi depuis l'Acqua Alta. Ces deux événements ont réduit drastiquement le tourisme de masse. Même si cette baisse de la fréquentation a un impact sur son activité, Calogero ne voudrait pas retourner en arrière. Beaucoup de personnes ne venaient plus à Venise, car c'était devenu Disneyland. On y mangeait mal, si on parle de mon secteur. Ça nous a fait comprendre que la monoculture touristique était devenue un gros problème. Parce que quand il n'y a plus de touristes, la ville est complètement vide. Toutes les activités économiques sont en crise. Et donc ces deux événements nous donnent l'opportunité de repenser le futur de la ville, de la reconstruire.
Nous devons retrousser nos manches pour changer les choses et ne pas revenir en arrière. C'est une chance pour nous de tout reprendre à zéro. Calogero a décidé d'agir à son niveau, en proposant une cuisine de qualité, réalisée à partir de produits bio et surtout locaux. Pour offrir le meilleur de Venise à ses clients, il n'hésite pas à traverser toute la lagune. Après 2 heures de bateau, le voici à Pellestrina, une île réputée pour la qualité de sa pêche. Cette île, c'est un monde à part. Elle est loin de tout. Quand on vit à Pellestrina, on vit à Pellestrina, c'est tout. Ciao Lorenzo. Buongiorno. Come va? Calogero a trouvé sur cette île un produit d'exception. Les moules de Lorenzo Busetto, Wow, che belle. un des derniers mythiliculteurs de Venise. Domani. Ah, sono belle pulite queste. Élevés en pleine mer, ces moules sélectionnés avec soin mettent 1 an pour arriver à maturité. D'abord, elles sont délicieuses. Et puis, Lorenzo vient d'une famille de 3 générations de pêcheurs. Il représente l'avenir. Il fournit une qualité constante toute l'année, et ça, c'est très important. Moi, je choisis de faire travailler Lorenzo pour qu'il puisse développer son entreprise et rester à Venise. C'est très important de nous soutenir car le secteur est en crise. D'abord parce que la mer ne parvient plus à fournir en raison de la surpêche. Mais aussi parce qu'il y a des moules qui viennent par exemple de Grèce à des prix très très bas, entre 30 et 40 centimes du kilo. Alors que chez nous, pour produire 1 kilo de moules, ça coûte entre 50 et 60 centimes. Donc les restaurateurs sont ma force. Ciao, a presto, alla prossima, quando vuoi. Aspetto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Calogero est convaincu que le nouveau visage de Venise passera par l'économie du locavore, qui privilégie les produits locaux. Et c'est sur la terre ferme, en face de Venise, qu'il vient chercher ses légumes bio. Sì, sì, benissimo. Guarda qua. Domenico Maffeo pratique la permaculture. Sous cette serre, ce maraîcher fait pousser une dizaine de variétés de tomates. Regardez cette tomate. Elle est bien rouge. Elle n'est pas congelée. Elle ne vient pas de Hollande ou d'Espagne. Elle est produite ici. La saveur est très douce. Aucune acidité. Ça, c'est de la qualité. Les tomates bio de Domenico coûtent bien sûr un peu plus cher que les tomates d'importation. Mais la qualité est à ce prix. Le risque de tous les mouvements de masse, et en particulier du tourisme de masse à Venise, c'est malheureusement de baisser la qualité. Pour contrer cela, il faut faire des choix courageux, aller à contre-courant. C'est important pour notre futur, celui de l'humanité, pas seulement celui de Venise. Le choix de la qualité est la bonne voie pour notre futur. Et voilà, Calogero. Je t'ai mis ici tout ce dont tu peux avoir besoin. Ça vient directement des champs, c'est tout frais. Alors, il me faudrait des concombres, ils sont beaux, des courgettes et aussi quelques aubergines. D'accord, quelques aubergines. Retour à Venise, où le restaurant de Calogero va bientôt ouvrir. Il s'est installé il y a 3 ans au rez-de-chaussée de ce palais, qui au XVIIIe siècle fut le siège de l'ambassade de France à Venise. Elle eut d'ailleurs pour secrétaire un futur personnage illustre, le jeune Jean-Jacques Rousseau. On peut dire qu'il est un peu le grand-père de l'écologie. L'écologie est née avec Rousseau. Elle dérive de la Révolution française, de la liberté. Pour nous, ça a une signification forte. Fidèle à ses principes, Calogero fait livrer ses légumes
en gondole traditionnelle. Bonjour. Vas-y, vas-y, un peu en arrière. Donne-moi la corde, je vais t'attacher. Un mode de transport ancestral que réhabilite Federico Mantovan, un jeune Vénitien courageux et sportif. Il y a 50 ou 60 ans, toutes les livraisons se faisaient comme ça, sans moteur. Nous voulons remettre cette pratique au goût du jour, car elle est plus respectueuse pour Venise, qui est une ville fragile. Les légumes bio et les moules de la lagune vont maintenant passer entre les mains du chef du restaurant, Bamba Bari. Originaire du Sénégal, Bamba a eu le coup de foudre pour Venise et sa cuisine il y a 20 ans. Il va réaliser une de ses spécialités, la coschiera. Un mélange de pâtes fraîches maison, de fruits de mer et d'épices de son pays. C'est un chef sicilien qui m'a dit, pour les pâtes, à la fin de la cuisson, il faut mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Comme ça, ça devient plus lumineux et plus beau à voir. Hop, là. Ça manque pas de couleur. Ouais. Au menu ce soir, une pointe d'Afrique et toutes les saveurs d'une Venise qui se réinvente. Grâce à ses choix engagés, Calogero a fait de son restaurant un des lieux désormais incontournables de la Cité des Doges. Mais il n'y a pas que des Vénitiens qui mènent ce combat. Le lendemain matin, au pied du pont du Rialto, Cécile Rousset commence sa journée. Cette Française installée à Venise depuis 10 ans vient de créer une agence de voyage pour partir à la découverte de la Venise authentique, celle des habitants et des artisans. Elle prépare un nouvel itinéraire et a rendez-vous ce matin dans cette boutique de masques traditionnels. Bonjour, je suis Cécile. On s'est parlé au téléphone. Bonjour, enchantée. Voici mon royaume. Ce sont mes masques. Tout mon travail est là. Et donc tout est fait à la main? Oui, je fais tout à la main de A à Z. Et chaque masque est unique. Marie-Lisa est l'une des dernières représentantes de cet artisanat typiquement vénitien qui demande un grand savoir-faire. Ce n'est pas de la feuille d'or 24 carats, mais c'est une feuille qui reste très brillante. Je n'utilise pas de 24 carats, car ce serait trop coûteux et invendable. Là, je passe ma main sur toute la surface du masque pour bien uniformiser. Et maintenant, je vais passer une couche de cette laque, et puis plusieurs vernis, et aussi une couche de patine qui va réchauffer l'or. Tu vois la différence ? Je suis en train de chercher un peu des nouveaux partenaires, un artisan, un vrai artisan, qui puisse montrer quel est le travail du masque, comment on fait un masque à la main. Voilà, c'est ça un peu notre but, de faire le lien entre qui visite et qui vit, et de faire ce trait d'union en fait. L'objectif est aussi de soutenir ce métier qui fait face à une redoutable concurrence. Depuis pas mal d'années, nous sommes envahis de produits chinois, albanais, de toutes les parties du monde. Alors bien sûr, cette concurrence me fait peur. Mais en même temps, je suis sûre qu'il y a des gens qui savent encore apprécier le travail des vrais artisans.
Marie-Lisa met un point d'honneur à transmettre l'histoire des masques du carnaval. Ça, c'est la bauta. C'est vraiment le masque le plus vénitien de tous. Il est en papier mâché. C'est le masque qui te rend anonyme. Et si tu écoutes ma voix, elle change quand je le mets sur mon visage. Autrefois, les carnavaliers étaient habillés tout en noir, avec le tricorne, la cagoule et le long manteau. Ça, c'est la muette, ou morette. C'est un masque très intrigant et assez fascinant, qui était porté par les femmes de tous les rangs. Elles le tenaient dans leur bouche grâce à cette attache, à ce mort, et elles ne pouvaient plus parler. Ça me plaît déjà moins, ça. En allant rendre visite à un artisan, à quelqu'un qui croit ce qu'il fait et qui représente les valeurs de Venise, on vit Venise. On ne vit pas une ville sans âme et touristique, on vit vraiment Venise. Vivre Venise, pour Cécile, c'est aussi découvrir des quartiers méconnus, sortir des circuits habituels de visite. Alors là, on a des panneaux très typiques sur Venise qui indiquent toujours la place Saint-Marc et Rialto pour éviter aux gens qui se perdent. Mais en même temps, c'est là où il y a la majorité des touristes qui s'amassent. Alors que dès qu'on sort des sentiers battus, il y a des endroits formidables. Pour sentir l'âme de Venise, il faut aller en contact avec ses habitants. Il faut accepter de se perdre dans ses rues, il faut accepter de perdre le contrôle. Et c'est là que Venise révèle sa magie. Elle nous conduit dans le quartier de Santa Croce, où elle a déniché une pépite. Buongiorno. Buongiorno. Cécile. Sì, sono io. À Venise, où la terre est si rare, Luana est propriétaire d'une chambre d'hôte qui possède une petite merveille. Ce jardin de 1000 mètres carrés. Grenadiers et bananiers s'y épanouissent, loin de la frénésie de la ville. Luana y fait aussi pousser ses légumes. Autrefois, à Venise, toutes les maisons et les cloîtres des églises possédaient des potagers comme celui-ci, dans lesquels on cultivait les légumes. Le terrain à Venise est particulièrement salin. Il favorise la croissance des légumes et leur donne un goût un peu spécial. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer quelque chose comme ça à Venise, donc ça vient un peu casser les clichés en quelque sorte. Que Venise est une ville de pierre, il y a aussi la nature et il y a le verre qui s'y invite. Et on va sûrement emmener des gens dans très peu de temps. Venise recèle bien d'autres adresses secrètes comme celle-ci. Prego. Permesso, grazie. Et pour les voyageurs les plus aventuriers, Cécile a déjà une autre idée en tête. Elle aimerait mettre en valeur un trésor de la lagune, l'île de Burano, à 40 minutes de bateau de Venise. Avec ses maisons aux couleurs vives qui lui donnent son caractère unique. Ses petits canaux, comme à Venise. Et Saint-François, son église du XVIe siècle, au clocher curieusement penché. Burano mérite que l'on s'y attarde. Cécile y retrouve Martha, une habitante qui connaît bien l'histoire de son île.
En hiver, il y a toujours eu beaucoup de brouillard à Burano. De loin, dans la lagune, les pêcheurs avaient du mal à la distinguer des autres îles. Alors on dit que les habitants auraient eu l'idée de peindre leurs maisons de couleurs vives pour que l'île soit visible par temps de brume. Les couleurs ont une autre utilité, un peu plus certaine celle-là. Elles permettent de séparer les différentes propriétés. Et ces couleurs nous influencent aussi car nous, les habitants, nous sommes des gens solaires et hauts en couleurs. Cette île, qui vit encore essentiellement de la pêche, est restée très authentique. Marta a transformé une ancienne maison de pêcheurs en chambre d'hôtes. On a 3 appartements, un au rez-de-chaussée, un au premier étage et un au deuxième. Je vais te faire visiter. Direction le dernier étage et sa terrasse. Prego. Questa è una terrazza panoramica, vedi con la vista sulla laguna. Le linge qui sèche, ça fait partie du décor typique de Burano. Je suis fascinée par l'endroit qui est très très accueillant, qui est une maison tout en hauteur comme les maisons typiques et très colorées de Burano. Je préconiserais de faire le contraire de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire plutôt que séjourner à Venise, séjourner à Burano, aller dans la journée à Venise et vivre la lagune. De retour à Venise, Cécile a un dernier rendez-vous. Dans un lieu où personne ne pénètre habituellement. Cet atelier de fabrication de gondoles, qu'on appelle ici un squero. Il a été fondé il y a 136 ans. Ciao. Ciao. Elena? Elena, piacere. Le Squero Tramontine est une institution à Venise. Elena représente la 5e génération et elle est la première femme à le diriger. Ici, c'est la partie mise à l'eau. Et là-bas, c'est l'atelier où l'on construit et rénove les gondoles. Voici ma sœur Elisabeth. Ciao, ciao, ci siamo sentite, ciao. Là, elle est en train de faire quelques retouches sur la partie qui se trouve à l'avant. Dans cet atelier se transmettent les secrets de fabrication de ces bateaux qui sont le symbole de Venise. Pour construire une gondole, il faut 8 essences de bois. Chacun a sa particularité. Par exemple, pour la plateforme où se tient le gondolier, on utilise le mélèze. C'est un bois résineux très résistant qui tient bien sous les pieds du gondolier. En revanche, pour le corps de la gondole, on utilise l'orme. C'est un bois très flexible, parfait pour les flancs. La gondole vénitienne a une particularité. Elle est le seul bateau au monde à ne pas être symétrique. Quand elle avance, la gondole a tendance à se déporter vers la gauche. C'est pourquoi le flanc gauche est plus incurvé. Quand l'eau touche le côté droit, elle la pousse vers la droite. Ces 2 forces s'annulent, ce qui permet à la gondole d'avancer droit avec un seul homme. Autre originalité, le décor d'une gondole est personnalisé. Chaque famille possède le sien. Tout l'habillage a été dessiné par le père du gondolier. La gondole est vraiment un objet personnel qui te représente. C'est ça qui est beau. Elle a quelque chose de magique et de romantique que n'ont pas les autres bateaux. Moi, je suis époustouflée de voir l'envers du décor des gondoles, de comprendre en fait le temps et le travail qu'il y a derrière. C'est très important de montrer que Venise n'est ni une vitrine, ni un parc d'attractions. C'est très important de faire découvrir nos traditions, notre culture. L'artisanat vénitien a toujours été un élément très présent dans notre histoire. C'est une de nos forces.
Elena et sa sœur ont repris cet atelier familial il y a 2 ans, après la mort brutale de leur père, Roberto. Depuis, elles tiennent l'activité à bout de bras, dans un contexte difficile. Alors pour elles, chaque gondole livrée est une petite victoire. Quelques semaines plus tard, après 6 mois de restauration, la gondole est enfin terminée. Au prix de longs efforts, cette embarcation de 500 kilos est remise à l'eau. Pour la plus grande satisfaction de son gondolier, et bien sûr, des sœurs tramontines. C'est beau de la revoir voguer sur le canal, avec ses décorations, avec le gondolier. C'est un très beau spectacle. Symbole d'une Venise qui ne plie pas face aux difficultés, la gondole part rejoindre le Grand Canal et ses magnifiques palais. Malgré toutes les menaces qui pèsent sur elle, la Sérénissime doit s'inventer un nouvel avenir. Pour Venise, le monde d'après a déjà commencé.